Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Peut-on parler d'un miracle portugais? En effet, il y a à peine 15 ans, le Portugal frôlait la faillite. Aujourd'hui, le pays a retrouvé le chemin de la croissance. Et là où autrefois les Portugais s'exilaient pour trouver un emploi en Europe, eh bien aujourd'hui, ce sont les étrangers qui trouvent refuge à Lisbonne. Alors, quelles sont les raisons de cet engouement? Quelles conséquences pour la population locale? Avant d'en parler en plateau, on garde le reportage de Marjorie Lafont et Paul Cabanis pour France TV Presse. Qui aurait un jour imaginé que Lisbonne attirerait autant de nouveaux habitants? Des Français comme Louise Bourra, restauratrice, ou Julien Labrousse, architecte. De jeunes Portugais, Diana Bordalo et Filipe Martins, de retour au pays. Et maintenant, ce sont même les Américains qui débarquent. Comme 20 000 de leurs compatriotes, Kate et Elliot Barnett ont quitté les États-Unis. Un pays que le couple juge trop violent. Tu es prête pour aller à l'école? C'est bien. Ces démocrates sont partis de Virginie il y a 2 ans avec leurs 2 petites filles. À partir de l'âge de 2 ans, elle faisait des exercices pour se protéger des fusillades à l'école et à la garderie. Elle devait se cacher dans les toilettes. Tous les matins, vous déposez votre enfant avec l'angoisse de ne pas le revoir le soir. Cette idée-là nous empêchait de dormir la nuit. Bonne journée les choux! Le couple rêvait de voir grandir paisiblement ses enfants dans une ville multiculturelle, au sein d'une école internationale, et sous un soleil qui rappelle celui de la Californie. Autre avantage, un coût de la vie beaucoup plus attractif. Il y a 2 ans, on dépensait facilement entre 3 et 500 $ par semaine pour le strict nécessaire. Ici, avec ce montant, en faisant attention, on peut tenir un mois. Merci. Au Portugal, le salaire moyen est de 1 600 € par mois. Elliot et Kate gagnent chacun 3 fois plus, des revenus confortables et un travail à domicile. Elle dans le marketing, lui dans la tech. Avant de choisir Lisbonne, ils pensaient aussi à Stockholm et à Paris. Ils ont finalement opté pour le Portugal, qui facilite l'obtention de visas pour les étrangers, notamment celui de travailleurs nomades. À partir du moment où vous remplissez les conditions requises, où vos salaires sont perçus en dehors du Portugal, où vous pouvez acheter ou louer une maison, toutes ces choses qui montrent que vous allez contribuer à l'économie locale sans profiter de leur système, mais en étant taxé par le système, c'est très simple à obtenir. Ce visa, réservé aux personnes qui gagnent plus de 3 400 € par mois, permet d'accéder à la nationalité portugaise en 5 ans. En 2024, le nombre d'Américains a bondi dans le pays. 30% de plus en 1 an. Une tendance à laquelle l'arrivée de Donald Trump au pouvoir n'est pas étrangère. Quelques heures après sa réélection, sur les moteurs de recherche, les mots-clés Move to Portugal enregistrent un pic jamais atteint ces 5 dernières années. Alors à Lisbonne, Bonjour, je vous présente Ardacam. des agents immobiliers comme Sam Bagheri se consacrent désormais exclusivement à cette clientèle américaine. C'est très agréable. Les 3 chambres donnent de ce côté, donc c'est très lumineux. Nous avons beaucoup de jeunes, issus de la technologie, des arts, de l'architecture, du design. Tout le monde vient ici. Ce jour-là, il présente un appartement de 180 mètres carrés à cette Californienne. Il coûte près de 2 millions d'euros. Allez, on se sent pas bien ici? Ce logement, situé dans un quartier chic, semble intéresser Lovejoy, une architecte de 35 ans, séduite par la douceur de vivre à Lisbonne. Aux États-Unis, il faut toujours être à fond et travailler 12 heures par jour. C'est là-dessus que repose la réussite. Mais pour les gens de mon âge, c'est un sujet qui revient souvent, on a besoin d'imaginer notre vie comme on l'entend. Et ici, c'est un lieu où on se pose, où tout le monde est accepté, en particulier les gens de couleur, et où on trouve de belles opportunités.
Depuis 4 ans, Lisbonne déroule le tapis rouge aux étrangers, et en particulier à ceux qui travaillent dans le numérique. Au nord de la ville, cet ancien site industriel a été reconverti en vaste campus de start-up. 800 sociétés y sont passées. Plus à l'ouest, tout un immeuble a été réhabilité et entièrement consacré à l'intelligence artificielle. Toutes ces initiatives ont été impulsées par le maire, Carlos Moedas. En fait, ce que j'ai fait, c'était de contacter les grandes entreprises, ces licornes, ces entreprises de plus de 1 milliard d'euros, et leur dire « Venez à Lisbonne, j'ai besoin que vous montiez un bureau avec 10 personnes. Normalement, ils commencent avec 10 personnes, mais après, ils en ont 300, 1000. Mais venez essayer le goût de Lisbonne. Venez essayer le goût de la vie à Lisbonne. » Depuis 2021, 15 entreprises valorisées à 1 milliard d'euros se sont installées, projetant de créer plus de 16 000 emplois. Lisbonne accueille des géants comme les Américains Google et Cisco, ou le chinois Huawei, ainsi qu'une myriade de petits entrepreneurs. Parmi eux, la chef française de 30 ans, Louise Bourra. Avec son frère Alexis, elle est à la tête de ce restaurant gastronomique. Ce jour-là, elle teste une nouvelle création, ce qu'elle appelle un pré-dessert. L'idée, c'est de jouer sur tomates et fraises. Ça, pour Louis, c'est simple. Ça, c'est simple. Ils ont ouvert cette adresse en 2018. Après plusieurs années d'expérience dans la restauration à Londres, ils devaient trouver un nouveau port d'attache suite au Brexit. Par rapport à une installation en Espagne ou en France, dans le sud de la France, ou rester en Angleterre, ça paraissait être le choix le plus prometteur. Ça veut dire que pour être dans un quartier très beau de Lisbonne, en face du jardin botanique, dans un espace magnifique comme ce restaurant, pour moins d'1 million d'euros, c'était possible. Alexis a aussi pris en compte le faible coût des matières premières et surtout du loyer. 1 200 € pour 150 mètres carrés. 5 fois moins cher qu'à Paris. Pour Louise, Lisbonne, c'était aussi le choix du cœur. Ça, c'est une photo de ma grand-mère maternelle, donc ma grand-mère portugaise. Elle nous a transmis déjà la culture portugaise, l'amour de la cuisine. Louise revisite la morue avec de l'ail des ours et des pois. Les crustacés de la région sont servis avec des fleurs. Une originalité qui séduit sa clientèle majoritairement étrangère. Pour faire tourner ce restaurant, elle dirige une trentaine de personnes. Eux aussi viennent du monde entier. Nous sommes tous du Brésil. Pourquoi c'était intéressant pour vous de travailler au Portugal ? Une meilleure vie, de meilleures conditions, des opportunités. Je voulais essayer et c'est vraiment très chouette. Comme Louise et Alexis, les Français occupent une large place dans l'économie locale. En 2024, ils étaient plus de 50 000 à vivre sur le territoire. Julien Labrousse est propriétaire de grandes salles de concert parisiennes. Choisir la capitale portugaise, c'est pour lui la possibilité de donner vie à ses projets les plus ambitieux. En 2020, l'architecte rachète ce palais abandonné datant du XVIIIe siècle. Donc là, c'est le Picadero, donc l'endroit des chevaux. Donc en fait, ici, c'était une grange avec de la terre, donc même toutes les ouvertures, rien n'existait. Il l'aménage en décor de cinéma et le transforme en restaurant. Bazooka! Et tous les soirs, des performances théâtrales se tiennent au milieu des convives. C'est le côté un peu qu'on pourrait retrouver à Berlin, de villes qui sont encore un peu en friche. Il y a encore effectivement des lieux comme ça, un peu abandonnés, ce qui maintenant est impossible dans les grandes villes en France en tout cas. Voilà. Mais au Portugal, pour arriver au bout de ses ambitions, il faut savoir s'armer de patience. À 50 km au sud de Lisbonne, Julien Labrousse fait construire un complexe hôtelier de plus de 50 cabanes en bois dans cette réserve sauvage. Il s'est battu pendant 7 ans pour obtenir son permis de construire.
c'est pas spécifique aux étrangers, hein, c'est spécifique au Portugal. De manière générale, il y a un temps administratif et une complexité qui sûrement part d'un très bon sentiment, mais qui aboutit à une mécanique très compliquée pour les opérateurs qui essayent de faire des projets. Ah, ok, em cima tem cola. Ah, un bocadinho de cola. Okay. Moi, j'ai fait le choix du Portugal parce que j'ai réussi à monter des projets qui étaient un peu hors normes et qui étaient particuliers, que j'aurais pas pu faire ailleurs. Donc, je considère que c'est un peu le chemin de croix par lequel il faut passer. Mais l'arrivée massive de ces étrangers a provoqué une flambée des prix de l'immobilier dans la capitale. Les loyers ont quasiment été multipliés par 4 en 10 ans, ce que regrette Carlos Moedas, le maire de Lisbonne. C'est vraiment difficile pour aujourd'hui un jeune professeur, un jeune policier de payer les loyers qu'aujourd'hui sont pratiqués à Lisbonne. Et ça, en fait, c'est le revers de la médaille, comme vous dites. Parce que d'un côté, on crée de l'emploi, on crée de l'économie. D'autre côté, ça monte les prix de l'immobilier et c'est très négatif. Alors, la mairie prend en charge une partie des loyers pour les jeunes actifs les plus modestes. Au niveau national, le gouvernement propose des exonérations d'impôts pour inciter les moins de 35 ans à rester au Portugal. Et depuis 6 ans, les autorités mettent tout en œuvre pour faire revenir de l'étranger les enfants du pays. Comme un tiers des 15-39 ans, Diana Bordalo et Felipe Martins se sont expatriés. Rentrés au Portugal en 2023, ils ont bénéficié d'un programme de l'État appelé Regressar ou Revenir. Ils ont reçu 4 000 € d'aide. Pour nous, c'était une aide vraiment intéressante parce qu'elle nous a permis de couvrir les coûts du déménagement. Ils ont pris en charge la location du camion avec nos meubles et nos cartons, l'essence car nous sommes rentrés en voiture, et le coût du logement sur le chemin du retour. Nous allons aussi avoir une réduction d'impôts pendant 5 ans. Ça fait aussi partie des arguments pour faire revenir les gens dans le pays. C'est une belle somme. En 2017, Diana part en Allemagne finir ses études. Elle y trouve son premier emploi. Là-bas, je cotisais pour la sécurité sociale, pour la retraite. J'avais une assurance maladie, des indemnités si je me retrouvais au chômage. Tout ça grâce à mon contrat de travail. Donc des meilleures conditions qu'ici et bien sûr, un salaire plus élevé. Un salaire qu'elle a gardé parce qu'elle travaille toujours pour une entreprise allemande. Dans une société portugaise, elle gagnerait 30% de moins pour son poste de manager. Depuis sa création en 2019, plus de 35 000 personnes ont déjà bénéficié du programme Regressar. Des enfants du pays qui rêvent à nouveau d'un avenir au Portugal. Retour sur le plateau d'Objectif Monde, l'hebdo. Avec nous, Marjorie Lafont, vous êtes journaliste à France TV Presse. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Marina Prévost-Murier. Vous êtes présidente de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Suisse-Portugal. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Merci à vous. Première question à vous, Marjorie Lafont. On a l'habitude de voir les Européens partir vers le Portugal, mais des Américains, c'est un peu plus rare, plus inhabituel. Ont-ils été faciles à approcher ces Américains qui s'installent notamment à Lisbonne? Alors non, ça n'a pas été forcément évident. On a essuyé pas mal de refus. Tous nous ont formulé la même réponse. Ils ne souhaitaient pas s'exprimer publiquement, en tout cas s'exprimer sur leurs convictions politiques, par crainte de ne pas pouvoir rentrer dans leur pays. Donc non, ça n'a pas été simple. Avec Elliot et Kate, qui sont donc les deux Américains qui ont accepté de témoigner, eux étaient là depuis plus longtemps, depuis 2 ans. Donc eux, ça a été plus simple. En revanche, ils ne se considèrent pas comme des réfugiés politiques. Ils sont venus sous la présidence de Joe Biden. Ils considèrent que Donald Trump a été élu démocratiquement. Donc non, ils ne se considèrent pas comme des réfugiés politiques. Ils ne sont simplement plus en phase avec l'évolution de leur pays. Et ils voulaient une autre qualité de vie, effectivement, notamment pour leurs enfants et pour l'éducation de leurs enfants. C'est ce qui est dit d'ailleurs parfaitement dans votre reportage. Alors Marina Prévost-Murier, le Portugal est un pays qui revient de loin, car à la fin des années 2000, l'économie a été dans une situation assez catastrophique. Comment expliquer ce que d'aucuns qualifient comme le miracle portugais ?
Alors, ce miracle portugais, ce n'est pas le fruit du hasard, puisque le gouvernement de l'époque a pris des mesures drastiques. Il y a eu des coupures budgétaires, il y a eu des diminutions de salaires, de retraites. Personne n'y a échappé. Le Portugal a dû également demander un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros au FMI et à l'Union européenne. Le chômage a explosé, l'immigration a repris de plus belle, et cette fois-ci avec des diplômés, ce que les Portugais ont qualifié d'hémorragie ou de saignée intellectuelle. Effectivement, le Portugal était classifié comme le mauvais élève de l'Europe. Alors, ces mesures ont tout de même, et puis d'autres, ont tout de même permis au Portugal de faire chuter l'endettement qui était de 130% à 95% actuellement. Et puis, le Portugal a opéré un virage stratégique à 180 degrés en misant sur plusieurs leviers. Alors, à commencer par la mise en place de certaines mesures fiscales, comme les régimes de RNH, donc résidents non permanents, les visatech, les golden visas. Et puis, parallèlement, il a aussi capitalisé sur le tourisme. Alors, c'est vrai que c'est un pays ensoleillé, 300 jours par année, l'océan, la montagne, un pays sûr. Pour avoir une idée, l'année dernière, le Portugal a accueilli 2 fois sa population de touristes. Une question justement, comment expliquer l'engouement, Marjorie Lafont, pour le Portugal? C'est justement le soleil pour les affaires? Les deux. Ils viennent, en tout cas les expatriés viennent pour le climat doux et ensoleillé, comme vous le décriviez. Il y a un rythme de vie aussi, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Tous nous décrivent ce sentiment de sécurité dans le pays. Et puis, il y a toutes ces facilités offertes par le gouvernement, ces visas facilement accessibles. Donc, tout ça fait que ça rend le pays hyper attractif. Et plus seulement pour les retraités, hein, maintenant. Non, les actifs on en également. parlera plus tard. Marina Prévost-Murier, la guerre en Ukraine a provoqué beaucoup de difficultés, hein, notamment au plan économique, en raison notamment du coût de l'énergie en Europe. Est-ce que c'est le cas aussi au Portugal? J'ai envie de vous dire l'inverse. Ça a été positif dans ce cas concret, puisque nous avons eu plusieurs délocalisations d'entreprises qui sont venues s'installer au Portugal. Nous en avons accompagné plusieurs, et donc ça a généré des créations d'emplois également. Et puis, nous avons une nouvelle immigration. Il faut savoir que des Ukrainiens, nous avons plusieurs Ukrainiens depuis les années 90, mais là, tout récemment, on a une forte communauté ukrainienne qui s'implante plutôt bien. Marjorie Lafont, on voit dans le reportage donc des Américains, des Français, mais aussi des Suisses qui ont décidé de s'installer au Portugal. Ce sont des résidents avec un gros pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'ils sont accueillis? Alors, ils sont plutôt bien accueillis, en tout cas dans les grands centres urbains comme Lisbonne. Ils sont très bien accueillis. Eux nous décrivent une société portugaise accueillante et moins polarisée que les États-Unis, par exemple. Après, il y a une certaine forme d'entre-soi. C'est-à-dire qu'ils inscrivent leurs enfants dans des grandes écoles internationales privées. Ils habitent dans les mêmes quartiers qui se sont gentrifiés. Et peut-être la seule ombre au tableau, c'est la question de l'immobilier. L'arrivée massive de ces expatriés, elle a provoqué l'inflation et la hausse des prix de l'immobilier. Je crois que les prix du mètre carré ont été multipliés par 3 en 10 ans, les loyers multipliés par 3. Donc ça devient très difficile pour les Portugais de se loger dans la capitale. Après, voilà, ils nous décrivaient plutôt un très bon accueil. Marina Prévost-Murier, on en parlait, hein, justement, Marjorie Lafont nous en parlait. Il y a eu 2 conséquences, le logement, le domaine de l'enseignement. Est-ce que finalement, ils arrivent à s'intégrer, ces étrangers qui arrivent au Portugal? Ils s'intègrent plutôt facilement. Le pays les a très bien accueillis. Et effectivement, il y a eu des créations d'écoles étrangères, d'écoles classiquement anglaises, américaines. Mais dans l'ensemble, oui, on peut considérer qu'ils sont très bien implantés. Il y a quand même eu la création de nombreuses écoles internationales. Et pourtant, le Portugal a un système de formation, un système d'éducation réputé bon. Oui.
Oui, il y a la création de nombreuses écoles, principalement sur Lisbonne et Porto. Vous avez par exemple des écoles internationales qui accueillent de nombreux étrangers de toute nationalité, mais l'enseignement se fait en anglais. Et ça crée une forme, peut-être pas de ségrégation, mais en tout cas un entre-soi pour les gens, les internationaux qui vivent à Lisbonne, à côté des Portugais qui, eux, vont dans les autres écoles traditionnelles. Écoutez, non, je dirais, je vous prends un exemple, le SBE qui se trouve à Oeiras, juste à quelques kilomètres de Lisbonne. Actuellement, on sait que 57% ce sont des étrangers, le reste ce sont des Portugais. Donc ils arrivent très bien à se mélanger, si j'ose dire, et à s'adapter. Alors, il y a 30 ans, Marjorie Lafont, c'était les Portugais qui quittaient leur pays pour trouver de meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On voit même des jeunes qui ont des racines portugaises s'installer au Portugal. Est-ce que cette décision, elle est toujours bien admise, bien comprise? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter à ce sujet? Oui, je pense à une jeune chef française qu'on a rencontrée à Lisbonne qui s'appelle Louise Bourra. Et elle est partie à Lisbonne avec son frère Alexis il y a quelques années déjà pour ouvrir un restaurant gastronomique, on le voit dans le reportage. Et donc leur grand-mère est portugaise, elle est née au Portugal et elle a fui le Portugal avec ses parents quand elle était toute jeune, pendant la dictature. Et donc, quand ses petits-enfants lui ont annoncé qu'ils allaient partir s'installer vivre là-bas, il y a eu une certaine forme d'incompréhension. Pour elle, le pays était synonyme de misère, de désolation. Et donc, c'était une surprise pour elle, oui. Marina Prévost-Murier, aujourd'hui, le Portugal se classe au 6e rang des pays ayant la meilleure qualité de vie. Mais en fait, au-delà des statistiques, parce que bon, voilà, ça reste quand même une statistique, est-ce que la vie, elle est encore belle pour tout le monde au Portugal? Alors, effectivement, les loyers ont flambé, l'immobilier reste intouchable, principalement dans les grandes villes comme Lisbonne et Porto. Aujourd'hui, nous savons que le salaire moyen est de 1100 euros net. C'est le prix d'une location sur Lisbonne. Donc, effectivement, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a effectivement des répercussions puisque actuellement, les jeunes restent plus souvent chez les parents. Ils ont des difficultés à acquérir un bien immobilier ou de louer. Ça a des conséquences aussi sur la natalité, puisque aujourd'hui, le Portugal est considéré comme un pays qui vieillit à grande allure, parce qu'il n'y a pas les conditions espérées pour pouvoir fonder une famille. Justement, Marjorie Lafont, cet enjeu démographique, les autorités portugaises en ont conscience. Qu'est-ce qu'elles font pour essayer d'encourager les naissances? Elles en ont complètement conscience. Il y a des chiffres qui inquiètent le gouvernement. Il y a un tiers des jeunes de 15-39 ans qui vit en dehors du Portugal. Ça veut dire qu'il y a un tiers des jeunes femmes en âge d'avoir un enfant qui vivent à l'étranger. Et donc ça a pour conséquence que 20% des enfants portugais, de mères portugaises, naissent à l'étranger. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour le gouvernement. Et donc, ils ont annoncé un grand plan de réduction d'impôts pour les jeunes travailleurs, notamment les premières années de travail. Et puis, ça fait déjà quelques années que c'est un enjeu pour le gouvernement. On le voit dans notre reportage, on a rencontré des Portugais qui sont partis s'exiler en Allemagne et qui sont revenus grâce à un programme qui s'appelle Regressar, revenir, et qui permet à ces jeunes de bénéficier d'aides financières à l'installation et également à des baisses d'impôts. Marina Prévost-Murier, il faut savoir que un quart de la population portugaise est au salaire minimum, à peu près 820 euros sur 14 mois. C'était les chiffres de 2024. 2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 251 000 Portugais doivent cumuler 2 à 3 emplois pour joindre les deux bouts. Comment permettre à cette population d'avoir un meilleur niveau de vie et de ne pas trop souffrir finalement de l'inflation, de l'augmentation des prix des loyers? Que peuvent faire les autorités portugaises? Alors, les Portugais vont élire en début d'année prochaine un nouveau président. Effectivement, ils sont beaucoup dans l'attente des solutions qui vont leur être apportées. Il y a beaucoup à faire. Déjà, répondre à cette crise du logement, puisque c'est un droit. Ensuite, au niveau des salaires, il faut réguler les salaires, éviter ces salaires précaires qui sont encore trop d'actualité. Le système de santé aussi. Mais ce que
que vous voulez dire, c'est qu'il faut faire plus de logements d'habitation à loyer modéré, de logements publics. C'est ça, il faut encourager ce genre de logement. Absolument. Il faut instaurer un salaire minimum. Absolument. Je crois que ça passe par là. Et ça fait partie des programmes de campagne, par exemple Ça fait partie des programmes de certains candidats actuels. On va voir ce qui va être appliqué une fois élu. Marina Prévost-Murier, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous également, Marjorie Lafond, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine.